Salut les no-life feeders et comment ça va? Aujourd'hui, on va traiter le sujet message oriented vs data oriented. Et avant d'introduire le sujet de la vidéo, je voulais te montrer une petite vidéo. Voilà, donc j'espère que tu as l'idée. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, spécifiquement, on va comparer Symfony Messenger, donc en tant que message, donc le traitement de données en tant que message, avec l'approche data oriented. Et pour cela, eh bien, je vais choisir Navi comme approche synchrone de la transformation de données et Flow comme l'approche asynchrone de la transformation de données. Voilà pour le sujet. Pour mettre en pratique la problématique, eh bien, j'ai choisi de travailler sur un cas d'usage qui peut-être va vous parler concernant non pas l'IA, mais on va dire le précurseur de l'IA, donc c'est-à-dire la transformation de données et la recherche de mots, de nuages de mots à travers un corpus de texte. Pour cela, eh bien, je vais vous introduire le site de Homer. Donc Homer, c'est un ancien collègue à moi, où on a travaillé donc, sur des pratiques. Et vous pourrez donc voir donc, son repository. Il a mis en place donc un serveur qui est basé sur Gitea et qui lui permet en fait d'exposer en fait tous ces repos privés. Donc il aurait pu le faire sur GitHub, mais lui, il a choisi d'utiliser donc les repos privés sur son serveur. Et moi, ce que je voulais faire à la base, c'était plus de travailler sur un corpus de texte propre à ce que propose Homer, mais pour des problématiques de propriété intellectuelle, on va pas faire ça sur ce projet, mais on va le traiter sur les différents projets sur lesquels a travaillé Homer. Et donc, l'idée, en fait, ça va être de reproduire donc, un extracteur de termes. Donc, on verra ça, comment on va le faire. Et du coup, d'en déduire, donc, par rapport à cette pratique, un nuage de mots qui correspond aux différentes problématiques sur lesquelles sont constitués ces projets. Donc voilà, ça c'est le cas d'usage qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, comment on va procéder? Donc, pour cela, eh bien, je suis reparti de mes cours de travaux dirigés. Donc, je vous rassure, hein, je n'étais pas tout seul. On était dans une salle de cours et je me souviens, c'était en 2008, lorsque on faisait spécifiquement donc, les projets d'extraction d'informations
donc c'est un projet EIT, donc on a fait donc en salle de cours, et donc l'objectif, donc les différents objectifs de ce projet, de ce TD, donc ça a été un TD en deux parties. Donc la première partie, c'était de faire un moteur de requête. Donc en fait là, je me suis associé à quelqu'un qui s'appelle Mathieu Bayou. Donc si ça vous intéresse, je vous ai aussi mis son profil LinkedIn si vous souhaitez le contacter. Et aussi, donc, on a fait un moteur donc, de requête, et ensuite, on a fait un moteur d'extraction d'informations dans les textes. Donc, en fait, pour mettre en pratique donc l'extraction d'informations des textes, en fait, j'ai repris exactement ce qu'on a fait. Donc, à l'époque, on avait fait ça en Perl. Je vous ai mis donc toutes les sources si vous êtes intéressé. Et aussi, donc là, je me suis fait quand même un petit résumé en fait du projet sur lequel on avait travaillé à l'époque. C'est-à-dire, donc moi, j'ai gardé mes cours, hein, je les garde sur moi. Donc en fait, dans les cours de 2008, on avait donc donc au niveau théorique, on avait des aspects sur tout ce qui concerne la classification. On avait des aspects sur le clustering et des aspects sur la logistique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des cours, mais globalement, donc la classification reprenait en fait la théorie sur des problématiques mathématiques sur des sujets donc de probabilité, de loi de Bernoulli, de polynôme multinomial et de problématique de naive Bayes. Voilà, avec Dishray, voilà, donc c'était des problématiques mathématiques qui permet en fait de classifier des documents. Ensuite, on a la pratique de clustering, donc c'est-à-dire comment on structure une collection de documents avec des k-means, donc des moyennes k. On crée une répartition, on crée un clustering, et en fait, on va déduire des probabilités basées sur ce qu'on a extrait. Et après, on a une partie logistique, donc c'est la revisite des moyennes de Bayes. Et donc là, en fait, on va introduire ce que s'appelle une régression logistique, et on va introduire des termes de dualité et d'entropie pour voir la différence entre des termes, la notion, des différences entre la discrimination et les modèles génératifs. Donc, évidemment, moi j'ai les cours de ça, je les ai tout à fait sur mon ordinateur. Pour des pratiques, encore une fois, de propriété intellectuelle, je ne vous mettrai pas le contenu à disposition. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Donc, bon, je pourrais vous envoyer les documents, parce que bon, ces documents, ils datent d'il y a plus de 10 ans, donc je pense que normalement, c'est classifié comme propriété publique. Mais bon, par respect pour mes anciens professeurs, donc entre guillemets, donc là, les TD qu'on avait fait, c'était avec François Yon et Alexandre Halozen, des intervenants pour l'université Paris Sud 11, dans laquelle j'ai fait mes cours d'école d'ingénieur. Et donc voilà, donc vous avez donc ça, tout ça, je le mets à disposition sur le dépôt qui est publié sur GitHub. Le moteur de requête, si vous êtes intéressé. Donc là, j'avais fait des choses sur des. Donc on avait travaillé avec Mathieu et moi-même. Donc on avait créé des systèmes de poids, on avait fait des filtres et on avait récupéré les exos. Aussi, ce qui était très coûteux en fait dans ces pratiques, c'est en fait, on nous mettait à disposition en fait un outil qui s'appelait TreeTiger, hein, et en particulier, il y avait un truc qui s'appelait TFIDF, et ça en fait, c'est des algorithmes. Donc le TreeTiger permettait d'extraire des tags. Donc ça c'est en fait ce qu'on va reproduire dans la pratique.
Mais entre guillemets, donc le programme en fait faisait un tree tagger. Donc en fait c'est un programme coûteux, c'est-à-dire qu'en fait il doit analyser tous les corpus de texte et pour en déduire des tags. Donc ça après c'est basé sur des algorithmes, hein. Et le TF IDF en fait lui ce qu'il va faire c'est qu'il va générer des en fait il va prendre le corpus et générer des lemmes. Voilà, il me semble, ouais, enfin, il me semble que lui, il génère des lemmes à partir des tags, si je dis pas de bêtises. Et pour ça, en fait, pareil, on avait un corpus de documents. Pareil, donc ce corpus, je l'ai encore sur mon ordinateur, hein, donc j'ai gardé tout ça. On avait à l'époque, enfin bon, pour resituer le problème, on avait essayé de refaire un peu ce que faisait Google. Donc c'est-à-dire, en fait, on avait pris un ensemble de sites et on avait classifié tous les documents pour en faire un moteur de recherche et pour en faire aussi une pondération sur les mots pour en fait aussi pour comparer des documents avec des mots. Donc tout ça en fait, quand je vous parle de toutes ces notions, si vous êtes aussi intéressé, dans la fin de l'article qui est publié sur l'article Darkwood, je vous ai mis tout un tas de ressources qui peut-être vous intéresseront sur en fait comment on va faire du data mining à partir de documents. Donc pour ça en fait, j'ai cité en fait certaines personnes de ma communauté ou de communautés en fait que je visionne sur YouTube. Et pour ça donc je vous ai mis différentes vidéos. Donc là, par exemple, on a les vidéos de Langflow. Alexandra aussi qui fait du travail. Je vous invite à regarder sa chaîne sur en fait comment mettre en place en pratique des algorithmes pour pour créer en fait des pratiques qui aident en fait les entrepreneurs. Et donc là aussi, on a des systèmes par rapport à Marco qui, lui, qui connaît très bien le sujet sur la différence entre par exemple, la mise en place de RAG, donc le traitement de documents, et qu'est-ce que c'est que la différence entre un MCP. Tout ça, c'est tiré sur des notions de machine learning. En particulier, donc moi, la découpe de ce projet repart sur ce talk. Et en fait, ce talk, par rapport à Symfony Messenger, vous permet en fait de voir en fait le pont entre comment vous découplez votre architecture. Donc ça, en fait, j'en parlerai à la fin en conclusion. Voilà. Donc ça, je vous mettrai, c'est pareil, ça c'est dans les liens de la conclusion. Et aussi, bon, là, ça c'est une ressource gratuite, donc c'est TinyELT. Donc ça, c'est quelque chose, puisque là, en fait, on va voir, puisqu'en fait, on extrait des informations, mais ce qu'on cherche, le sujet de cet article, c'est pas de vous faire la démonstration, c'est à partir de la démonstration, vous montrer en fait qu'est-ce que c'est que la différence entre Symfony Messenger et Navi et Flow. Donc pour cela, en fait, je vous ai aussi mis à disposition un repository qui vous permet en fait d'avoir une manière de créer un ETL, on va dire, de manière minimale. Voilà pour le sujet dans sa globalité. Donc maintenant, on va passer à la pratique, donc c'est-à-dire comment on a structuré le projet et surtout comment je vais vous réaliser la démonstration entre Symfony Messenger et Navi et Flow. Donc pour cela, je suis reparti sur un projet Symfony moderne, bien évidemment dans lequel au niveau de Composer, donc on a Symfony Messenger qui va nous aider justement à mettre en place les pratiques par rapport à Symfony, et aussi donc on a Navi. Donc moi on aurait pu le faire en dur, mais bon, vu que je sponsorise quand même mes propres projets, et bien donc j'ai mis Navi pour la partie sync.
Et ici, vous n'avez pas la partie flow parce que je l'ai tout simplement pas fait, mais j'ai déjà créé des articles précédemment qui détaillent comment j'implémente Flow et aussi par rapport à mon article de la semaine dernière, comment j'implémente Navi dans Flow. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous pouvez passer de la partie synchrone à la partie asynchrone tout en conservant Navi en important justement la partie flow. Donc ça, je l'ai déjà fait donc la semaine dernière. Je ne vais pas y revenir dessus. Donc là, en fait, on va traiter le cas d'usage entre Symfony Messenger pour sa partie synchrone et Darkwood Navi pour sa partie synchrone, de la même manière. Alors, comment je vais faire ça? Donc, du coup, on va aller dans le terminal et je vais faire un truc qui s'appelle bin console pour voir un petit peu les commandes que j'ai réalisées. Donc, en fait, les commandes principales qui vont nous intéresser ici, ce sont donc les deux commandes, donc Symfony Messenger et Symfony Flow. Donc, entre guillemets, Symfony Navi, hein, puisque j'ai pas mis en place Flow. Et la dernière commande aussi, c'est la commande de comparaison, c'est-à-dire comment je vais vous comparer Symfony Messenger et Symfony Flow. Donc les autres commandes autour du projet, ce sont des commandes qui reprennent exactement le TD concernant la classification, le clustering, le corpus. Donc je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, parce que bon, mais globalement c'est ça. Alors, donc, comment cela fonctionne? Eh bien, donc, je suis reparti donc d'une base DDD, qui est donc puisque en fait j'utilise Navi en tant que DDD, et Navi en fait me permet aussi de constituer donc mon modèle. Donc le domaine, en fait, ça sera complètement tout ce qui concerne la classification. Aussi, on aura donc le pipeline qui nous permettra de faire lire le report. Et donc, on a besoin de nos documents. Donc ça, les documents, ça sera vu dans la partie implémentation. Et donc après, on a tout ce qui nous permet de faire donc des notions donc d'agencement de vecteurs, des assignements, des résultats et aussi des scores pour classer en fait les documents à travers d'autres. Et ensuite, au final, les reports. Alors, aussi, si je reprends l'article que j'ai écrit la semaine dernière, eh bien, j'ai traité 2 connecteurs et par curiosité aussi, en fait, je voulais voir les connecteurs Composio. Et en fait, sur Composio, vous avez la possibilité d'utiliser un connecteur Git T. Et en fait, à travers une API qui vous permet en fait de récupérer et d'extraire les documents qui sont proposés sur le site de Homer. Donc, moi, j'ai pas utilisé Composio pour ce projet parce que bon, je voulais aussi avancer. Mais ici, vous avez en fait comment je me suis pris au niveau de l'infrastructure pour récupérer les projets. Donc en fait, Gitty, donc là, je me suis renseigné en fait sur le projet Gitty. En fait, c'est quelque chose qui vous permet d'exposer vos projets GitHub, enfin Git, sur votre serveur web. Et en fait, ils mettent à disposition donc plusieurs API. Donc vous avez admin, notification, organisation, issue, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie répertoire. Et en fait, vous pouvez faire une recherche dans les répertoires. Et donc, ça sera la donnée sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc, c'est la donnée brute qui me permet en fait de faire l'extraction de tout ce que connaît Homer. Donc voilà, donc là, j'ai juste appuyé sur le bouton la recherche et en fait, vous avez différents types de résultats. Donc voilà, vous avez l'identifiant du repo, Honor, c'est Homer, hein, j'imagine. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont inscrites sur son site. Donc voilà, chacun de vous peut faire son propre repo chez Homer à partir du moment où en fait il est inscrit dans le système
via un système d'identification OAuth. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour contribuer sur le repository d'Homer, eh bien, je vous invite évidemment à le contacter. Et donc, je pense qu'il se fera une joie aussi de vous donner des clés pour participer à ces projets. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de récupérer le clone URL ou le SSH URL. Enfin, en l'occurrence, nous, on utilise Symfony HTTP, donc on va faire une requête. On n'utilise pas Symfony HTTP, on utilise une commande Git. Donc, on va utiliser Symfony Process pour faire le clone de l'URL, mais nous, on va pas faire le clone du projet, on fera le clone de la partie metadata. Donc, en fait, c'est ce qui est fait ici au niveau de l'infrastructure, au niveau de repository content. Donc, on a un truc qui s'appelle le repository content reader. Et donc là, en fait, on va faire un git clone en lisant donc les métadatas. Donc, les métadatas, donc là, c'est repository metadata. Donc, en fait, là, on est directement donc dans le repository. Et donc, on va faire un git clone de l'URL pour récupérer en fait tous les fragments qui nous intéressent. Donc, alors, comment j'ai implémenté donc ce process? Eh bien, pour cela, on va commencer par regarder la partie Messenger. Donc, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe pour implémenter le message oriented orchestration? Eh bien, en fait, par rapport à Symfony Messenger, donc si je reprends la documentation de Symfony Messenger, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais commencer par créer des handlers, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer ma notification et dedans, eh bien, j'aurai un truc qui s'appelle message handler. Et ici, on a fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a déclaré un bus, donc le bus, dans notre cas présent, il est synchrone, et ce bus, en fait, il va dispatcher notre pipeline, donc là, c'est notre message, qui s'appelle run pipeline message, et donc dans l'infrastructure, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc là, on a, en fait, oui, je crois que c'est dans la partie application. Je sais pas ce que j'ai mis. Je vais le rechercher parce que je ne m'en souviens plus. Voilà, donc mon handler, il est là. Alors voilà, donc c'est dans la partie infrastructure. Au niveau de l'orchestration, donc j'ai deux choses qu'on a mis en place. Donc ça sera le handler côté Symfony Messenger. Et donc comment ça se passe au niveau donc data oriented orchestration. Donc là, dans notre cas de présent, c'est Navi, bien sûr. Donc j'ai pas implémenté Flow, mais donc là c'est l'équivalent. Donc là, sauf qu'on aura plus de data à extraire. Mais pour la partie donc orchestration côté data, donc j'ai utilisé Navi. Et donc celle-ci, donc ça sera donc le Flow Pipeline Run Command. Et donc là, en fait, je vais reprendre mon workflow runner. Et donc, en fait, je vais run. Eh bien, donc là, ce ne sera pas un message qui va dispatcher. En fait, ce sera un run sur mes actions. Donc, en fait, voilà. Et mes actions, c'est les différentes actions qui sont découpées ici. Donc, en fait, c'est des actions que j'ai découpées en tant que pipeline. Donc, donc là, c'était les actions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on aura, donc là, dans l'ordre, on aura l'ingest, le pré-process, la feature, la classification et le clustering. Et donc côté Messenger, donc en fait là c'est fait au niveau de mon handler. Donc là en l'occurrence j'ai fait qu'un seul handler, mais dans l'idée vous pourriez en faire plusieurs. Donc là c'est vraiment pour faire l'équivalence. Là je vais pas rentrer dans la
fait, je rentre pas dans la démonstration technique. Ce que je veux surtout, c'est montrer la différence entre les deux. Et donc là, vous avez donc l'ingest, le pre-process, le pre-build. Vous avez exactement les mêmes étapes. Et tout à la fin, le rapport. Alors, est-ce que ça vous intéresse de voir un peu comment j'ai fait donc l'infrastructure? Donc, bon, si vous souhaitez voir en détail, eh bien là, on va passer donc dans la partie, voilà, donc j'ai exposé différents services. Les services, évidemment, ce ne sont pas les services définitifs qui permettent de faire la classification, mais en tout cas, c'est des services, on va dire, de test qui permettent de s'approcher un petit peu de ce qu'on pourrait avoir en tant que classification. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai demandé à mon LLM de reprendre mon TD et de projeter un peu comment on pourrait écrire cela en tant que service Symfony. Donc en fait, c'est exactement la même chose, hein. Donc dans ma classification, je vais avoir des vecteurs, des labels, on va déduire un vocabulaire, on aura des clusterings, on va avoir une notion de score qui va être créée. Le pipeline aussi, donc voilà, comment on va ingérer. Donc là, c'est le pipeline, c'est comment on va ingérer donc le corpus, la classification, voilà, les similarités, etc., etc. Le texte aussi, donc ça c'est aussi ça c'est pour faire tout ce qui est lemme. Donc en fait on va créer un filtre donc sur les lemmes, sur les mots qu'on n'a pas forcément obligé de récupérer. On va aussi tokeniser donc tous nos mots, voilà. Et aussi on a reproduit le programme qui s'appelle TFLDF qui permet donc à partir de tokens, donc si je dis pas de bêtises, hein, si je me souviens bien ce que c'était, donc à partir de tokens, de produire des vecteurs. Et donc ça, en fait, c'est un peu la partie qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est la partie lemme de notre document. Et donc ça, en fait, ces vecteurs, eh bien, vous pouvez retrouver donc dans la vectorisation ce qu'on voit aussi dans la pratique de machine learning, c'est-à-dire que les vecteurs, je vais les placer dans des embeddings, et ces embeddings, en fait, je vais pouvoir les stocker donc dans un système de RAG. Donc, je vais stocker ces documents donc en tant que document embed dans mon système de données. Donc, ça peut être soit une base de données, soit du texte, soit des vecteurs de documents, donc entre guillemets avec PostgreSQL, vous pouvez faire ça, hein. Il faudrait aussi voir aussi côté MongoDB, ça je j'ai pas creusé. Et donc, quand vous avez embêté vos documents, eh bien, vous pouvez aussi faire une recherche à partir de mots en re-embêtant en fait votre recherche. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir voir votre recherche par rapport au cluster de mots que vous avez créé. Eh bien, comment se situe votre recherche pour récupérer les documents qui vous intéressent dans votre classification. Et donc moi, en fait, j'ai déjà lancé mon script. Donc si je lance, donc l'idée c'est de lancer Symfony Messenger Run. Donc ça, en fait, j'ai déjà fait tout ça. Ensuite, pour faire la différence, donc c'est de lancer App Pipeline Flow Run. Donc là, après, donc là, je le fais avec le pipeline. Donc voilà, donc là j'ai les deux versions qui sont faites. Et après, ce que j'ai besoin, c'est de faire le rapport, donc app pipeline compare. Et donc, je le fais ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'a dit dans la comparaison? Donc, le rapport, en fait, il est très léger parce que, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il est léger.
D'une part, le rapport est très succinct. On pourrait donc détailler donc sur l'exécution, c'est-à-dire combien de temps ça a pris pour lancer mon Symfony Messenger vs Flowstep. Voilà, donc j'ai une notion. Donc en fait, dans mon rapport, donc j'ai mis les steps qui ont été écoulés. On a les mêmes steps. On n'a pas d'erreur dans les deux cas. Voilà, on aurait pu aussi avoir des erreurs. Et donc la différence, en fait, ça va être une différence, on va dire, de conception en fonction de vos besoins. Pour la partie résultat tout de même, puisque le projet, à titre d'exemple, a quand même produit du code et on va voir qu'est-ce qui nous intéresse ici. Donc, voici pour résumer les données qui sont sorties de cet exemple. Donc, on a 30 répertoires qui sont listés dans les répertoires de Homer. Et tous ont fait une ingestion de statut OK, donc c'est-à-dire que l'analyse s'est bien déroulée. Et donc, on a fait un clone local de 136 mégas. Donc, lorsqu'on a, lorsqu'on a exécuté la commande, ça nous a produit donc dans la partie var app tout un tas de données donc qui concernent ce qui concerne en fait les différentes étapes qu'on a vues lors de la classification. Donc on a les documents, les corpus, les vecteurs, la classification, le clustering, l'ingestion et enfin la partie rapport concernant justement les données partie message et les données partie flow. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse quand même ici? Donc, c'est le vocabulaire utilisé. Donc, on a 1086 tokens qui ont été utilisés. En général, donc, il y a en token par document, donc après la process, donc il y a 4 tokens qui se dégagent pour un maximum de 1418 avec une médiane de 6 et un mins, donc ça c'est les k-mins de 145. Et la longueur des textes canoniques est de 21, un maximum de 11.6K et une moyenne de 1.3K. Enfin, dans la classification, donc ça c'est la partie vocabulaire, ce qui nous intéresse, donc on a classifié donc globalement donc les différents sujets. Donc en heuristique, on a le web, les games et MISC, sachant que le web compte pour un poids de 29 et on a un mix dans le snapshot. Alors, that match heuristic strongly hits. Donc en fait, effectivement, donc on a beaucoup de choses qui tendent vers le web, mais la plupart des repos, most of the repo name do not trigger games or web. Et en particulier, on a le mot-clé qui s'appelle Symfony qui a l'air de revenir. Dans la notion de cluster, donc on a 3 clusters avec 10 répertoires de chaque. Voilà, donc on a des clusters de k-mins. Les reports, donc c'est dans la comparaison et donc ça c'était bon pour les. Donc ça c'était le rapport détaillé entre la comparaison qui se trouve donc dans la partie report. Donc ça c'est comparaison, donc ça c'était ce qu'on avait vu au niveau du terminal. Et donc voilà, on a tout ce qui était ingest et process. Ok. Et donc dans la partie méta, eh bien, ce sont tous les tags en fait qui se dégagent de cette classification. Voilà, on a tous ces tags qui se dégagent. Ce qui fait quand même un sacré corpus de vocabulaire, puisque là, il faut quand même scroller un certain nombre validation, voilà. Et après, on a un système de poids sur les mots. Donc voilà, on retrouve donc symphonie,
DWS, DWS, c'est je sais pas. Je sais pas, il faudra demander. Je main serveur Essier. Oui, donc il me semble que Homer a fait ses études à l'Essier. Il a fait des rapports, des projets, il a bossé sur Android, voilà. Il a fait des jeux, des combats, logo, mag, voilà. Et donc pierre, feuille, ciseaux, nouvelle, Big Bang Theory, cette version se base. Voilà. Eh bien, bon, c'est intéressant. On peut déduire en fait ce qu'on a à déduire de ces projets. Donc, bah, ça, évidemment, donc les tags, en fait, toute la partie data, vous pouvez vous-même la reproduire, hein, bah, en local. Donc, moi, c'est pas une partie que j'ai versionnée sur mon projet, mais vous avez tout à fait la possibilité donc de reproduire donc cette partie, donc soit sur vos propres données. Donc, à ce moment-là, il faudra faire un connecteur Git propre à vos données, ou eh bien, sinon, bah, sur vos données, quoi. Voilà. Et donc, en fait, dans cet espace, vous pourriez, entre guillemets, bah, ingérer vos propres données et comparer au corpus d'un autre utilisateur qui a aussi fait des groupes de données sur Git. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Bah, si par exemple vous souhaitez comparer votre univers avec un univers d'un autre développeur. Bon, je parle développeur ici parce que, euh, entre guillemets, on met les données sur des répertoires Git, bien sûr. Je ne souhaite pas qualifier ici, donc c'est pour la comparaison et l'exercice, donc il n'y aura pas de choses proprement parlées sur le sujet. Voilà, donc pour la partie comparaison, eh bien, je vous ai détaillé dans l'article la comparaison finale sur ce que c'est. Là, je vous ai mis un tableau de récap sur la différence entre les deux approches en termes de critères et en termes d'aspects. Au niveau du message oriented, vous aurez donc différents critères, que ce soit au niveau du modèle, de la lisibilité, de l'overhead, de la scalabilité et du debug. Partie message, donc vous aurez plus une notion d'événement, de message. Et partie data, donc vous aurez plus des choses en termes de flux de données. Au niveau de l'overhead, au niveau de la partie message, ce que vous pouvez faire dans les messages, c'est de créer des stamps. Donc en fait, au niveau du overhead, en fait, plus vous mettez de stamps, plus vous pourrez contextifier votre message. Et aussi, donc vous avez aussi toute la partie acheminement du message. Donc en fait, tout ça, c'est des choix que vous faites propres à votre infrastructure. Au niveau de la partie data oriented, vu qu'en fait c'est un flux de données, et bien en fait qu'on va exposer sur un pipeline, et bien on peut enchaîner en fait les données à travers les différentes exécutions des actions. Au niveau donc de la scalabilité, effectivement, au niveau du message oriented, donc c'est là aussi où je voulais faire la recoupe avec ce que propose donc Tug Dual Senior, c'est de montrer en fait comment vous prenez. Donc en fait là c'est exactement l'inverse entre la partie data et Symfony. Justement, lui il va montrer comment vous prenez un système existant et comment vous le transformez et vous le découpez en Symfony Messenger. Donc si je reprends en fait la scalabilité, eh bien c'est exactement ce talk, c'est-à-dire que vous allez à travers Symfony Messenger pouvoir découper de manière très fine vos problématiques de scalabilité. Et au niveau de la partie data, en fait, vous pourrez, donc ça dépend du design, c'est-à-dire vous pourrez aussi faire votre découpe, mais plus
au niveau de la donnée que vous souhaitez découper. Ce qui ne vous empêche pas aussi au niveau de la donnée telle qu'on a vu donc sur la partie design Symfony Messenger, parce que Symfony Messenger introduit des problématiques de stamp, mais au niveau de la donnée sur Flow et sur Navi, donc moi j'ai choisi en fait de pas rajouter de contexte. Donc sur Flow, en fait, les données que vous utilisez et que vous maniez n'ont pas forcément de contexte, mais ce contexte, vous pouvez le rajouter dans la donnée elle-même. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à n'importe quelle étape de votre flow, eh bien, vous pouvez mettre à jour ce contexte au fur et à mesure que vous progressez dans la donnée. Et ça, c'est exactement ce que vous retrouvez dans Symfony Messenger dans la partie stamp. Aussi au niveau de la partie debug, donc ça peut-être ça vous parle, qui a déjà débugué des messages Symfony. En général, vous devez aller chercher les logs et donc vous avez une manière indirecte parce que ça dépend aussi qu'est-ce que vous avez branché dans vos connecteurs pour pouvoir faire cette liaison. Donc si par exemple vous mettez en place un RabbitMQ, eh bien en fait les logs d'acheminement, il va falloir que vous allez les piocher là-dedans. Alors que dans la partie data oriented, eh bien, lorsque ça plante, vous avez directement l'information. Au niveau du couplage, eh bien, voilà, vous pouvez découpler de manière plus granulaire sur Symfony Messenger et sur la data oriented. Et évidemment, c'est beaucoup couplé à votre système. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'aspect au niveau de l'aspect, donc ça c'est un peu l'équivalent. Donc on parle de messages sur Messenger et sur Navi, on parle de contexte, on va dire data. Au niveau de l'orchestration, donc on parle de bus et d'handler, et au niveau de Navi, on parle de runner et d'action. Voilà, au niveau du flux, donc on a vu, donc c'est direct et indirect. Au niveau du debug, donc vous aurez une partie message centrique et une partie data centrique au niveau de Navi. Au niveau de l'overhead, donc on aura donc un overhead au niveau de la partie message et au niveau de Navi, l'overhead se fera au niveau de la partie action et contexte. Et au niveau du pipeline, donc il est encapsulé et il est explicite au niveau de Navi et de Flow. Voilà, donc je vous ai mis les récapitulatifs directement dans l'article. Aussi, vous pourrez voir de manière granulaire donc l'approche message oriented et l'approche data oriented dans l'article. Et au final, eh bien, je vous encourage à voir donc les différentes ressources que j'ai exposées donc à travers l'article, et aussi donc j'ai mis des ressources complémentaires, on va dire de manière générale, sur qu'est-ce qu'on fait de la donnée. En particulier, donc aujourd'hui, on travaille sur des LLM, et comme vous savez peut-être, on a Yann LeCun qui travaille sur des nouvelles manières de représenter en fait la manière dont on traite les données, en fait, comment on pourrait avoir quelque chose qui traite les données plus d'un point de vue comportemental, tel qu'on est habitué à nous interagir avec le monde extérieur. Et enfin, il y a aussi un dernier lien qui parle en fait qu'est-ce que c'est que la donnée et en fait comment à partir de la donnée on récupère du savoir. Donc en fait c'est un peu un truc pyramidal, c'est-à-dire que grâce à la donnée, eh bien on a beaucoup d'informations et c'est en minant la donnée qu'on peut interagir sur l'aspect knowledge. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour moi.
Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous encourage à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article de blog d'Arkoud et de sujets. À plus les no life.